Qui sont les chefs de groupe qui souhaitent indiquer qu'il y a des absents de leur côté? Allez-y. Moussine, et sur le commandement je vous remercie. Monsieur Balza s'est excusé auprès du secrétaire communal. Y a-t-il d'autres excusés? Je ne vois personne. Je me gage bien là. Enfin, c'est lui. Hein. Allez, j'y allons si vous le voulez bien dans les communications encore. Vous rappelez que le prochain conseil communal aura lieu le mercredi 9 octobre et que vous avez également reçu une invitation pour le 5 octobre prochain, c'était le samedi. C'est le traditionnel relais des urnes. Si d'aventure il devait y avoir, je vais annoncer tout cela, s'il devait y avoir de votation à main levée, premier à montrer sa bouche droite, serait Frédéric Rouquens. Voilà. Je propose, si vous voulez bien, d'y aller. Nous sommes au premier point. Après les communications, c'est donc le point 2, le procès verbal de notre séance du 28 février. Oui, allez-y. Sur le lycée, le départ de la fête. Monsieur Mouillet posera aussi une question sur les travaux au lycée qui sont en plus. Et Moi, on a également une question liée également aux travaux et plus particulièrement à la vente. Plus particulièrement à l'amiante. C'est bien cela, monsieur le maire. Et monsieur Mouillet posera aussi une question sur la raison de jeunesse. Micro, c'est plus facile. Monsieur Mouillet posera aussi une question d'actualité sur Maison de Jeunes. Il y en a deux, c'est bien cela. Je vous remercie. Maison des jeunes. Et excusez-moi, je suis lent ce soir au diesel. La seconde question, monsieur Louis. Et c'est une question qui est liée Aussi au lycée et aux travaux qui ont lieu et conséquences sur les élèves, des élèves qui sont déplacés dans d'autres lieux actuellement. Je vous remercie. Allez, monsieur le secrétaire communal, vous avez une belle voix de ténor, allez-y. La lecture du PV du dernier CA. procès verbal du conseil communal du 28 juillet 2019. Le Conseil a approuvé le procès verbal et procès-verbaux des séances du 24 avril et 12 juin 2019. De Raad heeft beslist de kaderovereenkomst tussen de gemeente en het Brussels Agentschap voor de ondersteuning van het bedrijfsleven, handelt onder de sociale benaming Hub Brussels, goedgekeurd. Le Conseil a pris la décision définitive d'acquérir pour cause d'utilité publique le bien rue de la Cible 1820. De Raad heeft 6 voorlopige 12 gestemd voor de maanden juli, augustus en september, als ook voor de maanden oktober, november, december 2019. Le Conseil a approuvé le budget communal ordinaire et extraordinaire de l'exercice 2019 ainsi que les plans financiers triennaux 2019 à 2021. De Raad heeft het consultatiereglement betreffende de afsluiting van de gemeentelijke leningen voor de buitengewone investering van de begroting 2019 goedgekeurd. Le Conseil a approuvé les comptes et bilans de l'ASBL, la maison de la famille, pour l'exercice 2018. Le Conseil a décidé de supporter irrévocablement et inconditionnellement une caution solidaire pour 3 ans pour le remboursement de tous les montants qui seraient dus par la maison de la famille en vertu du crédit tant en capital qu'en intérêt, commission de réservation, frais et accessoires. De Raad heeft kennis genomen van de beslissingen van het college genomen in toepassing van artikel 234
3 en 236 van de nieuwe gemeentewet. Le Conseil a pris connaissance et approuvé les dépenses suivantes conformément à l'article 249 de la nouvelle loi communale. Location de bus pour transport d'enfants vers la plaine de Jeu au stage Georges-Bert. Aankoop van schoolboeken voor de Nederlandstalige school voor de aanvang van het schooljaar 2019-2020. Commande de fourniture de repas pour les crèches francophones. Visite de pompiers pour la création du lieu d'occupation de la crèche Josephine, l'école maternelle située au Stade C pendant la durée des travaux. Prévision des crédits pour les dépenses et achats matériels scolaires des écoles francophones avant la rentrée. Achat de sacs poubelles pour les services communaux. Dépenses afférentes au versage des comptes incinération des déchets et gestion des déchets du parc Neuf. Uitgaven en aankopen van schoolbenodigdheden die noodzakelijk zijn voor het begin van het schooljaar voor de Nederlandstalige school en de Libertaire. Dépenses afférentes à la modification du marché de services, construction des maisons de culture et de la cohésion sociale et prolongement à caractère social, avenant 3, avenant 2, 3, 4 et 5. Dépenses afférentes aux activités durant les vacances d'été des clubs de jeunes et des animateurs sportifs. Dépenses concernant l'achat de grosses balayeuses. Uitgaven voor de herstelling van wasmachines van de Nederlandstalige kinderverblijf Het Madeliefje. Location d'échafaudage, tripod et torsion des baies de l'immeuble rue Lignée 50. Liquidation d'un montant dans le cadre d'une signification commandement suite à un arrêté rendu par le Conseil d'État. Travaux de maintenance au stage Georges-Bert. Aankoop van een verzorgingsmeubel voor het Nederlandstalige kinderverblijf. Aankoop van een dampknop met filter en actieve koolstoffilter voor het Nederlandstalige kinderverblijf. Monsieur le Président. Merci beaucoup. Nous sommes au 3 concernant le personnel communal non enseignant et c'est le règlement relatif à l'organisation des prestations du travail. Il s'agit d'une modification de l'horaire des ouvriers de la propriété publique et comme vous le savez, c'est le bourgmestre qui est compétent en matière de personnel. C'est donc on va développer ce point. Monsieur le bourgmestre, vous avez la parole. Oui, merci Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les conseillers. Il s'agit ici d'une modification qui va améliorer le fonctionnement de notre service de propreté publique dont, vous savez, nous sommes particulièrement fiers. Il relève au quotidien le défi de la propreté publique sur notre territoire. Les horaires des ouvriers sont proposés au niveau de la modification. L'horaire journalier est réparti en 2 équipes, équipe du matin et équipe de l'après-midi. Le temps de prestation pour l'équipe de l'après-midi est trop court actuellement après la pause repas. Donc, il conviendrait d'avancer la pause repas afin de permettre la dernière vidangeage des corbeilles publiques, mais également le ramassage des sacs des balayeurs et leur transport à l'incinérateur. L'avancement d'une heure de la pause repas permettrait une meilleure répartition du travail dans le temps de prestation. Évidemment, tout ça fait l'objet d'une concertation avec tous les travailleurs et l'administration, mais également avec les organisations sociales. Donc, il y a vraiment un accord de toutes les parties, Monsieur le Président. Je vous remercie. C'est donc un circuit clean, comme on dit, sur ces aspects. Avez-vous des questions, interventions sur ce point? Allez-y, Madame Arnott. On va vous donner. Vous avez le micro? Est-ce qu'il fonctionne? Le privilège de l'ancien, c'est de pouvoir faire fonctionner le micro. Parfait. On a toujours besoin de bons techniciens. Donc, merci beaucoup. Je suis heureuse d'entendre qu'il y a eu une concertation sociale qui a eu lieu parce qu'en fait, ça ne ressortait pas du dossier, donc c'était une question qu'on avait. C'est des questions qu'on a régulièrement, d'autant plus qu'ici, on change un peu l'horaire de la pause aussi des personnes. Donc, est-ce que je pourrais suggérer que la prochaine fois, cette information figure dans le dossier et figure in extenso, donc pas simplement le fait de dire qu'il y a une concertation sociale, mais d'avoir un rapport de réunion de la concertation sociale qui puisse nous permettre d'avoir justement la vision des partenaires sociaux et des travailleurs eux-mêmes pour pouvoir dire qu'effectivement, ils sont d'accord avec ces modifications. Merci. Voilà. Ce sera noté pour la prochaine fois. Vous aurez un rapport plus complet, notamment sur le processus de concertation en interne. Je vous remercie pour votre intervention, Madame Arnott. Nous sommes au 5, c'est le service mobilité, c'est le renouvellement du contrat. Pardon? Le 4, je suis au diesel ce soir, tout va bien. Nous sommes sur un classique. Ce sont les rémunérations faites de Réprobel
en matière de droit d'auteur, un peu comparablement à la savane d'ailleurs, sur d'autres matières, ici il s'agit des droits d'auteur. Pour l'écrit, c'est à nouveau une compétence du bourgmestre. C'est un classique, c'est vraiment de l'annuel. Pas d'intervention là-dessus, je vous remercie. Le 5. Service mobilité, c'est le renouvellement du contrat de mobilité entre la région et la commune. À nouveau, le bourgmestre sur ce point. Je crois qu'on l'avait traité encore cette année pour le 22e contrat, me semble-t-il. Donc, c'est un renouvellement de contrat mobilité entre la région Bruxelles-Capitale, la commune de Saint-Josse et la zone de police en réalité. Cet argent ira évidemment dans les caisses de la zone de police. On avait eu, je pense, une discussion, un échange de vues sur les montants qui sont versés. Ils sont versés en fonction de la prestation. Donc, ce n'est pas forfaitaire, mais c'est bien au niveau de la prestation. Je voulais le préciser pour confirmer, je dirais, l'échange que nous avions eu, Monsieur le Président, lors d'un débat antérieur ici au sein du Conseil. Je vous remercie, M. Hawkins. Concernant ce montant précisément, il me semble que l'année passée, nous avons partie de cette enveloppe budgétaire. Excusez-moi, monsieur, allez, sois bien fort près du micro. On pourrait essayer encore une fois, sinon on va en faire un. Voilà, ça y est, super. Non, donc il me semble que pour le contrat, une partie du budget n'avait pas été utilisée. Et je voudrais savoir s'il y a une évaluation de pourquoi ce montant n'avait pas été utilisé, comment améliorer l'utilisation des moyens. C'est une question. Deuxième question porte sur les deux carrefours prioritaires qui ont été sélectionnés depuis des années, c'est Rochier et Madou, Saint-Josse plus précisément. Donc j'imagine qu'on veut maintenir ces deux carrefours prioritaires, mais la situation a fortement changé au niveau de Madou, place Saint-Josse. Donc il y a les travaux de la région qui sont enfin terminés. Et on voit que là, il y a un conflit dans le sens que le parking qui n'est plus autorisé a lieu chaque jour, on peut le constater, parking sauvage, qui engendre certains dangers, surtout pour les piétons. Et l'interdiction de rouler en journée n'est pas respectée non plus. Donc, est-ce que ceci fait partie du boulot de police qui va être placé à cet endroit, et comment vous voyez l'évolution de ce problème, comment est-ce qu'on va trouver une solution pour ce problème? Je vous remercie, monsieur le ministre. Monsieur Clerc, excusez-moi, allez-y. Oui, monsieur le Président, merci. Je voudrais parler de Rogier. Rogier, j'y suis tous les jours puisque j'y travaille et je ne vois jamais un agent. Et pourtant, les embouteillages sont importants, et en particulier les bus, dont un des bus qui traverse la commune, le 61, est régulièrement pris dans des gros embouteillages à ce niveau-là. Donc, voilà, ce serait vraiment bien qu'il y ait ces agents qui soient réellement là sur le terrain, à Rogier, entre autres pour aider les nombreux bus à sortir de l'empêtrement des différents carrefours. Voilà. Je vous remercie. Mais à vous répondre. Je vais commencer par M. Clerc pour je crois qu'on a hérité d'une situation qui était les travaux à la place Roger qui se sont terminés. Je crois qu'on est resté encore probablement dans l'idée que cette zone du territoire est en travaux, alors que progressivement, je dirais, une vie a repris. Je pense que la réflexion aujourd'hui doit aussi être portée sur la place Roger. Il y a des habitants qui se plaignent notamment parfois des travaux qui sont là-bas, et où là aussi il y a du matériel roulant qui n'a pas d'autorisation. Et donc, c'est vrai que l'attention doit aussi être portée par là. Je ne manquerai pas, évidemment, lors d'une prochaine évaluation, de demander qu'en plus de Madou et de la place Saint-Josse, il y ait une attention sur ce quartier-là. Pour ce qui concerne M. Hawkins, le travail policier, c'est de faire respecter, évidemment, les règles. Et les règles sont celles que vous avez rappelées. Et donc, aujourd'hui, nous sommes, je dirais, dans une situation où il manque encore des travaux concernant l'ascenseur qui doit être créé pour le métro, pour les personnes à mobilité réduite, et puis toute la partie pour laquelle les travaux ont commencé, nous avons donné les autorisations,
qui longe le square Henri Frick et que vous avez certainement vu ces dernières heures, ces derniers jours. Mais les travaux sont en réalité terminés ailleurs. Avenue de l'Astronomie, chaussée de Louvain. Donc les consignes sont très claires. Aujourd'hui, il n'est pas tolérable que l'on mette sa voiture n'importe où, n'importe quand. Et donc la police fait son travail. Il y a de la verbalisation qui est en cours. Et je dirais, par rapport aux partenaires que sont Acteris, que sont le BFC, je veux dire, ils sont évidemment les bienvenus. Nous avons des parkings tout autour. Il y a lieu évidemment de faire des conventions. Et nous sommes prêts évidemment aussi à les accueillir au parking Skelka, qui est un parking quand même important de la commune, qui n'est pas dirigé directement par la commune, mais où il y a des possibilités de faire des conventions. Donc, ce travail sera aussi en cours. J'attends aussi, évidemment, le tour des communes de la part des ministres régionaux, pour aussi, évidemment, avoir une discussion avec eux sur la partie chaussée du Vin, où des investissements considérables vont arriver dans les prochaines années, mais où je crois que, comme vous, il y a un réel problème dans, je dirais, cet espace. Il n'y a pas de trottoir et il n'y a pas vraiment le passage qui est prévu pour le bus ou pour la voiture. En fait, on peut passer. Ça pose un problème. Nous l'avions signalé au moment des concertations avec la région. Nous allons le resignaler. Je pense qu'il faudra installer des potelets. Il faudra installer des potelets pour des raisons d'abord de sécurité. Parce que je pense que la rue n'est plus sécurisée du tout. Il suffit de remonter la rue, de la descendre pour voir à quel point c'est compliqué de passer. Alors, actuellement, le travail policier, c'est aussi, ça ne se limite pas simplement l'esplanade Madou, et de l'autre côté, la place Saint-Josse, c'est aussi la chaussée de Louvain, c'est aussi l'avenue de l'Astronomie. Alors, sur la question de la capacité policière. La police, et vous en rendrez compte, M. Hawkins, puisque vous participez au conseil de police, a eu une période où le cadre au niveau de la partie sécurité routière, contrôle des routes, n'était pas rempli. Et des choix ont été faits. Et effectivement, pendant cette période, l'utilisation, je dirais, de ces subsides n'a pas été maximale. Mais aujourd'hui, on a de nouveau investi au niveau de la zone de police. Progressivement, nous arrivons à un cadre complet, donc les effectifs de police devraient nous permettre d'assurer nos missions. Merci beaucoup pour cette précision et rappeler évidemment que ces agents sont importants à la fois pour la fluidité, mais aussi pour la mobilité des transports publics. Je vous laisse la rappeler. Nous sommes, si vous le voulez bien, au point 6, qui est donc le contrat de sécurité de société pour 18 et 19. C'est la convention entre la commune et l'État. Il s'agit ici d'un fléchage d'un montant vers des missions, principalement, j'imagine, en prévention. Je vous en prie, M. Gaudès. Pour compléter, Monsieur le Président, c'est effectivement des missions de prévention et de police. Cet argent va aller notamment pour le paiement de caloc de la zone de police, donc du personnel civil et du personnel de prévention. Je pense notamment aux assistantes de concertation. Donc là, on joue évidemment le rôle de boîte aux lettres. Nous recevons l'argent, on devrait rétrocédons évidemment au niveau de la zone de police dans des missions qui sont évidemment essentielles. Voilà, je pense notamment que par rapport aux caméras, au système de caméras, ce type de personnel civil devra être encore requis parce que au cours de cette législature, nous souhaitons augmenter notre parc de caméras. Et enfin, quand même pas aller mettre des policiers pour aller regarder les caméras, il faudra aussi aller trouver des calots, des civils qui coûtent moins cher et pour lesquels, je dirais, cette tâche est tout à fait adaptée. Mais ici, je dirais, c'est les dotations qui viennent du fédéral et que nous renvoyons à la zone de police. Merci pour ces précisions, M. Clerc. Vous écoutez. Oui, Monsieur le Président. Pour les caméras, est-ce que c'est le conseil de police qui décidera éventuellement des endroits où est-ce que nous serons impliqués? Parce que je constate, j'imagine que d'autres dans notre quartier aussi, certains lieux d'attroupement qui créent un sentiment d'insécurité le soir,
dans mon quartier, il y a 2 endroits en particulier où le piétonnier au bas de la rue de la Cible, là, la partie qui est piétonnière, et depuis quelque temps, au coin Verbiest-Petre, Jotran, et ça crée vraiment une peur. Il y a des groupes, alors peut-être qui sont très gentils, mais des groupes de jeunes hommes, parfois avec des chiens dits dangereux, ça fait un peu peur, je dois vous avouer. Donc voilà, si on pouvait avoir aussi notre mot à dire sur les endroits de ces caméras, ce serait pas mal. C'est totalement du ressort de la commune, puisque l'investissement en caméra est un investissement communal. Et chaque commune a la liberté d'équiper son territoire de caméras. Nous sommes à plus d'une quarantaine de caméras et dans la déclaration politique générale, nous avons décidé de quasi doubler. Donc actuellement, les services communaux travaillent à l'identification des routes en fonction évidemment des problèmes rencontrés, des rencontres citoyennes, des rencontres que nous organisons avec la population sur autant d'indicateurs. Les lieux que vous avez mentionnés ont été répétés, font partie des lieux qui aujourd'hui préoccupent énormément la population. Et après, évidemment, il y a toute la question de la gestion. Actuellement, la région, avec le CIRD et Bruxelles Prévention Sécurité, souhaite évidemment qu'il y ait une approche régionale des caméras. Et ce qui nous inquiète à plus d'un point, c'est d'abord que la matière de sécurité est une matière communale de police. La région n'a aucune compétence en matière de police, si ce n'est en matière de prévention. Et ici, le CIRB souhaiterait pouvoir utiliser toutes les images dans les zones de police, mais sans jamais nous permettre à nous de voir les images avant eux. C'est quand même assez incroyable. Les investissements dans toutes les caméras ont été assurés par la commune. Et demain, c'est encore la commune qui va investir. Donc nous allons nous unir avec les autres communes pour que la région puisse aider ceux qui investissent dans les caméras. Parce qu'actuellement, tous les montants que nous avons investis dans les caméras, si demain il devait y avoir une coordination régionale et une approche régionale, c'est quand même pas normal qu'on ne tienne pas compte des communes qui ont investi. Et donc, non seulement il y a tout ce que nous avons investi jusqu'à aujourd'hui, et il y a les investissements à venir. Et donc, nous sommes partisans que Bruxelles Prévention et Sécurité puisse dégager des lignes budgétaires pour les communes qui ont envie d'investir. Hein. Et par rapport à l'utilisation des images, attention, il faut la plus grande prudence. Je pense que c'est une affaire de police, elle doit rester dans ce cadre-là. Tout un chacun ne peut pas aller voir les caméras. Et donc, nous avons aussi des réserves à ce niveau-là. Mais pour répondre à nouveau à M. Clefs, oui, c'est la commune qui identifie les lieux, qui les propose à la zone de police, qui émet ses remarques, parce qu'il n'y a rien à faire, le travail policier est un travail qui a un métier spécifique, et eux, parfois, nous disent attention, c'est peut-être pas le lieu le plus indiqué, même si le problème existe là-bas, c'est peut-être mieux de le mettre à tel angle, etc. Donc, j'ai voulu être complet parce que c'est vraiment un sujet qui occupe actuellement le collège des bourgmestres, le collège de police, mais qui occupera aussi évidemment la région. Merci pour cette réponse complète. Monsieur le maire, merci. Oui, une question subsidiaire sur ces questions. Il est bien d'avoir des caméras opérationnelles, effectivement. D'ajouter des caméras, pardon, mais il faut encore qu'elles soient opérationnelles. J'ai souvenir d'une, par exemple, au coin de la rue de la Poste, qui régulièrement vise le ciel plutôt que la rue et compte plus les oiseaux que les malfrats. Donc la question, c'est est-ce qu'on dispose de statistiques ou de rapports sur le taux opérationnel effectif des caméras déjà disponibles et sur leur efficacité réelle en pratique? Je vous remercie. Je pense qu'avant de s'avancer sur le travail, attendez d'avoir un rapport. Je peux vous assurer que les caméras sont utiles, elles servent, elles sont efficaces. Mais nous n'avons pas des caméras dans toutes les rues. La commune compte plus de 125 rues. En doublant le nombre de caméras, nous aurons, je dirais, valorisé plus de 2/3 le territoire et dans des lieux où les problèmes se posent. Ça ne sert à rien d'aller mettre une caméra dans une rue où il y a des bureaux, où il n'y a rien qui se passe pas au bien moment. Et donc, c'est une question. Je voulais aussi dire, dans ma réponse première, qu'il y a des villes aujourd'hui en Belgique qui préfèrent engager des services de sécurité privés pour faire ces tâches.
Et nous avons eu l'occasion d'avoir des débats à ce sujet. Nous ne sommes pas favorables du tout à cette idée. Parce que la chaîne de sécurité ne doit en aucune manière être entre les mains du privé. Ça doit rester une mission publique. Je le dis en passant parce que c'est quelque chose qui aujourd'hui est vrai à Anvers et dans d'autres villes en Flandre et qui est occupé à faire son chemin dans certaines municipalités. Je pense que là, on a réellement, en tout cas, un problème politique qu'on acceptera. Je vous remercie. Nous sommes à présent au point 7. L'intitulé, vous l'aurez remarqué, du fond est particulièrement complexe à retenir puisqu'il y a 6 consonnes qui se succèdent. Je vous reste F, R, P, R, T, C. Je dois avouer que ce n'est pas facile à retenir. C'est donc le Fonds régional bruxellois de refinancement des trésoreries. Mais c'est important puisque c'est une grosse caisse qui permet, lorsqu'il fait des appels à projets, de pouvoir financer un certain nombre de projets. Et ici, il s'agit d'appels à projets pour des logements de transit ou d'urgence. Et l'intitulé de ce point indique la possibilité du financement d'une opération immobilière dont vous allez nous parler, monsieur Bourgmestre. Oui, monsieur le Président, chers conseillers, on est passé avec ce dossier en 2017. Il y a eu un appel à projet qui a été lancé par la région au travers d'un fonds régional bruxellois de refinancement des trésoreries communales. On a déjà fait appel à ce type de fonds pour mener des opérations d'envergure sur le territoire. Ici, la région a souhaité répondre à une urgence sociale, c'est celui du logement de transit. Peu de communes ont répondu à cet appel à projet. Très peu de communes, et Saint-Josse est l'une des rares communes à y avoir répondu. Et nous sommes évidemment heureux que la région ait qualifié le projet de la rue de la Rivière numéro 8, un immeuble que nous souhaitons évidemment acquérir. Et c'est un immeuble qui va faire l'objet d'un financement donc, de la région à hauteur de 250 000 € pour le prêt. J'ajouterai comme élément, on avait eu la discussion il y a, je crois, 2 ans. Nous avons travaillé d'une part avec le service de prévention pour l'accompagnement de cette population qui est en difficulté, et de l'autre côté, nous sommes en contact avancé avec les infirmières de rue. Donc ce sera évidemment avec un accompagnement spécialisé de personnes qui connaissent les sujets, les difficultés, et donc ce n'est pas du logement en transit. Comme vous en rappelez, M. Paqueté, notre chemin du logement avait parlé parfois de difficultés qu'on avait dans les immeubles de logements sociaux. Parfois, vous accueillez des personnes fragilisées qui, je dirais, ne sont pas accompagnées et par manque d'accompagnement, je dirais, se mettent en danger et mettent en danger la vie en communauté. Ici, l'idée, c'est vraiment des logements qui sont dans un immeuble bien distinct, mais avec un accompagnement qui est prévu par des services spécialisés et avec le soutien du service de prévention. Monsieur le Président. Merci pour ces informations. Des réactions, je vois des doigts, et dans l'ordre, M. Clerx, note, et M. Frémal. Oui, Monsieur le Président. C'est un très bon projet, évidemment. Ça fait longtemps qu'on attendait des logements de transit. Ça est dans les programmes de la plupart des partis pendant de nombreuses élections. Donc, c'est une bonne chose, et dans les contrats de quartier aussi. Donc, c'est une chose d'enfin faire, on espère, atterrir un projet pareil qui est utile. Juste, combien de personnes pensez-vous pouvoir loger dans cet immeuble? On va grouper les questions si vous voulez bien. Madame Martin. Merci, Monsieur le Président. Donc, si pour le groupe Écolo, c'était une demande qu'on avait depuis déjà longtemps, de pouvoir, c'était une demande que nous avions déjà depuis longtemps, de pouvoir avoir des logements de transit, mais également des logements d'urgence sur le territoire de la commune. Donc, j'ai parcouru le dossier de manière assez attentive et je vous avoue que j'ai quelques questions, donc sans discuter du fond, évidemment, et de l'objectif, qui est vraiment un objectif tout à fait louable et que nous soutenons, dont nous nous réjouissons. La première question, c'est que je vois dans la lettre, le courrier envoyé par la région de Bruxelles-Capitale le 31 juillet 2018, qu'en réalité, ce n'est pas un, mais plusieurs projets qui sont retenus. Est-ce que j'interprète bien? Donc, je vois qu'il est également question de l'acquisition d'un bâtiment rue Linné et rue de la Prairie, donc pour les femmes victimes de violences rue Linné, et pour également les logements de transit pour sans-abri. Et donc, dans ce cadre-là, je voudrais savoir comment ça se fait que pour ces
2 autres biens ou 3 autres projets. Nous n'ayons pas les documents aussi à approuver aujourd'hui. Alors, la deuxième question que j'ai, je vous avoue, elle est un peu complexe et je me demande si on ne devrait pas plutôt la débattre en huis clos. C'est que, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais le 8 rue de la Rivière a fait l'objet de nombreuses discussions au sein du conseil communal, notamment en raison des personnes qui y habitent, de l'état du bien, parce que nous avons décidé en conseil communal d'acquérir ce bien le 2 octobre 2017. La convention, l'acte de vente a été passé le 3 juillet 2018, donc bien plus tard. Et entre-temps, les locataires qui se trouvent dans ce bien étaient dans une situation assez précaire, notamment parce que le bien n'était pas entretenu, alors qu'il s'agissait d'un bien qui était devenu communal, et également parce que le contact avec les communes n'était pas très très bon, et donc il y avait des problèmes d'arriérés de loyer. Maintenant, je vois que pour la commune, il est clair, donc ce qui n'était pas le cas au moment de l'acte de vente, puisque nous l'avons acheté, nous avons décidé au niveau du conseil communal de l'acheter le 2 octobre 2017, mais que la demande de la région de Bruxelles-Capitale, donc la proposition de faire appel à un projet dans le cadre du FRB-RTC, n'est intervenue que plusieurs mois plus tard, c'est-à-dire en mars 2018. Et donc, effectivement, le lien est assez évident entre le fait qu'on n'a pas forcément voulu investir dans ces logements-là qui sont maintenant des logements communaux, sachant qu'on allait en faire quelque chose d'autre. Et donc, j'aurais voulu qu'on puisse vraiment débattre de cette question de fond, parce que pour les personnes qui ont un bail en bonne et due forme et qui sont dans ce logement maintenant, mais qui sont dans ces situations précaires, évidemment, cette transformation du bien va avoir un gros impact. Merci. Mais encore une fois, le projet, nous le soutenons sans réserve, mais effectivement, pour ces personnes qui sont en situation précaire et qui sont actuellement dans le bien qui est en logement communal, nous nous interrogeons dès lors de leur avenir. Merci, M. Prémat. Et alors, pour le groupe socialiste, évidemment, nous sommes Extrêmement heureux. Le micro arrive à oui. Merci. Alors, je disais, Pour le groupe socialiste, nous sommes extrêmement. C'est eux qui Extrêmement heureux, évidemment, de la décision du soutien au logement de transit. C'est également une question qui nous tient à cœur depuis de très longues décennies. Alors, nous sommes aussi extrêmement contents de voir que nous bénéficions ainsi d'un soutien régional à hauteur de 250 000 € pour la création de logements de transit. Le fait d'avoir répondu évidemment à l'appel à démontre à souhait l'attention particulière de notre collège sur les possibilités de subvention, et donc après avoir obtenu des montants importants pour la rue Royale, donc notre bâtiment de la rue Royale, nous constatons encore une fois que le collège a pu obtenir un soutien important de la région pour favoriser le logement pour les plus défavorisés de notre population. Merci. Merci, je vous remercie. Oui, Luc Frémal a raison. Je vois qu'il est fait la preuve, encore une fois, de la capacité de la commune à aller chercher de l'argent et à la fois répondre aux besoins de la population. C'était les services communaux dans le quartier nord avec un nouveau bâtiment communal pour les habitants. Et aujourd'hui, c'est de répondre à un cahier des charges de la région pour le logement de transit. Mais pour nous, évidemment, quand on fait des investissements, il faut essayer d'avoir aussi des recettes. Nous avons pris la responsabilité d'introduire 4 bâtiments. Dans ce cadre, la région n'a retenu qu'un, en fait. C'est pas nous. Donc nous étions prêts à faire l'effort. Nous nous limiterons à ce bâtiment, parce que nous n'avons pas les moyens de prendre tout le temps des bâtiments et de renoncer à des recettes en matière de loyer. Et si nous avions eu la manne de la région pour un autre bâtiment, pour l'achat, alors évidemment, nous aurions pu faire autrement. À ce stade-ci, c'est un bâtiment qui fait l'objet d'un financement pour le logement de transit, et nous sommes déjà heureux, nous aurions espéré plus. Donc, on était prêt à faire plus. C'est un message qu'on lance encore une fois à la région. Saint-Josse était disposé à faire plus. On l'a prouvé. Concernant l'histoire privée, ça regarde évidemment, il y a une déontologie. Nous n'avons pas à parler de situation privée ici à huis clos. Il vous est évidemment loisible de nous
poser une question et l'échevin du logement qui suit les dossiers pourra y répondre si vous le souhaitez tout à l'heure à huis clos. Et enfin, M. Clerc, oui, de manière générale, tout le monde, évidemment, considère qu'il faut le faire. Et nous en sommes bien conscients, nous l'avons fait dans le logement social et le logement de transit, nous en revenons. Mais nous sommes parmi les rares communes à avoir répondu à l'appel à projet de la région. Je tiens quand même à le dire. Je dirais que tout le monde dit, pour nous, c'est quand même important, entre le dire et le faire, il y a quand même un pas extrêmement important. Non seulement nous avons un dossier qui correspond aux critères, au cahier des charges, et qui a été retenu. Hein. C'est quand même, encore une fois, je dirais au niveau de la bonne gestion, de cette capacité à aller chercher de l'argent et de répondre à des défis. Je pense que c'est pas mal, même si nous aurions voulu faire un peu plus qu'un bâtiment. Voilà. Je ne sais pas vous répondre, quant à la taille. Nous allons travailler avec le secteur. Je pense que c'est prématuré de le dire. Nous allons, parce qu'après, il faudra évidemment faire la rénovation, le projet, l'étude, la rénovation, avec eux et avec, je dirais, les impératifs qui seront mis sur la table et avec lesquels nous échangerons évidemment. Merci. Dernière intervention, je suis la main, allez-y. Merci beaucoup pour vos réponses. Alors, concernant les projets retenus, je vous avoue que alors, dans ce cas-là, la lettre de la région bruxelloise est assez sibylle, puisqu'elle dit « Je vous informe que les projets repris dans le relevé ci-dessous ont été retenus », donc c'est bien au pluriel, il y a 4 projets retenus. Donc, est-ce que c'est une différence de couleur qui fait en sorte qu'il n'y en a qu'un qui est en couleur et qui donc est retenu? Mais quand on lit ça, on se réjouit vraiment parce qu'on dit « Chouette, nous avons 4 projets qui sont retenus ». Pour la commune de Saint-Just. Et effectivement, c'est un pluriel. Hein. Les projets repris dans le relevé ci-dessous ont été retenus pour un financement. Donc d'où notre interrogation, évidemment, de se demander pourquoi on nous en présente qu'un alors qu'il y a 4 projets retenus dans le courrier de la région. Et alors, concernant les habitants actuels du 8 rue de la Villière, c'est pas une situation personnelle. Dans ce cas-là, je m'adresse donc, comme vous m'y invitez, à l'échevin du logement. Je voudrais savoir quelles sont les mesures d'accompagnement qui sont prévues pour ces personnes, c'est-à-dire... Non, parce que c'est une question. Quelles sont les mesures que la commune de Saint-Just met en place? Monsieur, vous pouvez me permettre? Que la commune de Saint-Just met en place pour accompagner les personnes dont le bâtiment va faire l'objet d'une autre attribution que celle qui est l'attribution actuelle. Donc, c'est-à-dire... Si je peux répondre, en suivant l'ordre du jour, ce n'est pas une question à l'ordre du jour. Vous pouvez poser la question, si vous voulez, à huis clos par rapport à cette situation spécifique. Mais si vous posez une question d'ordre général, vous pouvez prendre votre stylo et introduire une interpellation, une question écrite. Alors, la dernière question écrite que j'ai posée date de juin et je n'ai toujours pas eu de réponse. Il faut répondre dans le mois, voilà, pour la petite chose. Et pour la deuxième chose, c'était ma question, du coup, par rapport à ces habitants. Quand pense-t-on commencer les travaux? Une réponse du côté du collège sur le calendrier? Je poursuis. Merci pour votre question, Madame Warnock. Nous sommes au 8. Vous savez que la commune a réalisé, plusieurs services qui ont réalisé un rapport pour les activités de 2018, justifiant leur financement en provenance de la politique de la ville. Vous savez que cette matière a été régionalisée, c'est son ascendant de M. Bourgmestre. On est donc dans ce qu'on appelle classiquement, et en bon français, un phasing out du bourgmestre. Est-ce que... Oui, c'est le point 8. Hein. Excusez-moi. Donc, c'est le rapport d'activité pour 2018. Et là, je vous renvoie évidemment au rapport que vous avez eu l'occasion de découvrir, qui est particulièrement détaillé sur les actions qui sont menées dans le cadre de ce programme de la politique de la ville. Il y a notamment le service de guidance budgétaire qui est essentiel pour éviter les problèmes d'endettement, voire de surendettement avec les actions individuelles et aussi des actions collectives avec les différents publics qui sont fragilisés, et les interventions dans l'espace public. Et nous avons aussi la coordination de la Maison des Cultures qui est reprise ici en termes de personnel. Là aussi, vous voyez la capacité de la commune à faire reposer sur des dotations régionales
les différentes dépenses en personnel que nous pouvons avoir pour des projets que nous avons. La Maison des Cultures est un projet extrêmement important. Mais ici, nous avons la chance, avec la politique de la ville, de pouvoir faire financer, je dirais, le personnel par cette cassette. Monsieur le Président. Je vous remercie. Question sur ce point. Vous n'en avez pas, je vous remercie. Chose 9. Sujet communal 18. Pour être plus précis, ce sont ce qu'on appelle les modifications de clôture à l'approche qui concerne les services ordinaires et extraordinaires. Et vous savez que ces opérations sont celles élaborées par notre receveur, des modifications dans ce qu'on appelle tous les dossiers en relation avec la clôture du compte communal pour 2018. Donc, je vais laisser le soin au bourgmestre, c'est à nouveau dans son périmètre que des éclaircissements à vos questions pour peut-être poser si vous le souhaitez. Allez-y, Merci, Monsieur le Président. Vous avez tout dit. C'est des modifications techniques dites 0099, donc dossier en relation avec la clôture du compte communal 2018. En gros, ce sont les opérations de clôture, les dernières régularisations et dépassements obligatoires, remise d'articles négatifs en équilibre, prise en compte du bon résultat budgétaire, etc., nécessaires à la présentation du compte budgétaire 2018 qui doit suivre juste après. D'ailleurs, j'ai eu l'occasion, il y a 2 semaines, nous étions ici, les comptes seront présentés lors d'un prochain conseil. Compte 2018. Hawkins, le micro, vous l'avez, allez-y. J'ai analysé les chiffres et je vois que de temps en temps, il y a des montants, des majorations assez importantes dans les montants. Et on peut les résumer en 2 catégories. D'un côté, c'est la masse salariale qui augmente, avec aussi des cotisations patronales qui augmentent. Les 2 sont liés, ça c'est une chose. Et puis, il y a pas mal de non-valeurs qui sont en augmentation. Alors, j'ai posé la question à l'administration, monsieur le secrétaire. Pour les non-valeurs, je n'ai pas eu de réponse. Donc, j'aimerais bien qu'on m'explique pourquoi les non-valeurs augmentent de façon assez conséquente. Et concernant la masse salariale qui augmente, là, il s'agirait, vous pouvez peut-être me confirmer, d'une erreur qui s'est produite pendant plusieurs années où les salaires n'étaient pas correctement, comment dire, les salaires n'étaient pas toujours corrects et on a dû faire des régularisations pour plusieurs membres du personnel. Et donc, ça fait qu'on doit régulariser un montant assez important en 2018 qui diminue fortement le boni du compte 2018. Mais sur ces non-valeurs, est-ce que vous pouvez donner des explications sur quoi il s'agit exactement? Et je rappelle souvent, quand on fait le travail de l'exercice budgétaire et financier, qu'un budget est une estimation d'une dépense. Le compte est le résultat de la dépense réelle. Donc, c'est comme quand vous estimez les dépenses que vous allez avoir dans le mois, entre l'estimation et la dépense réelle, il peut y avoir parfois des différences. C'est ce qui s'est passé avec les estimations au niveau du salaire. Donc, le receveur, évidemment, a profité de la modification 0,0 pour mettre ça en œuvre. Concernant les mises en non-valeur, nous avons mis un montant de mise en non-valeur, mais le receveur a la possibilité, quand il est certain qu'on ne va plus pouvoir aller chercher un montant, de le mettre en non-valeur. Ça veut dire qu'au niveau des comptes 2018, c'est quelque chose qui nous plonge dans le côté négatif de notre compte. C'est-à-dire que tout ce que vous mettez en Mali, en non-valeur, c'est de l'argent que vous n'allez plus avoir en recette. Et donc, ça veut dire qu'au niveau du compte 2018, ces montants dont vous parlez, ce sont des montants qui vont aller dans la case moins, dans la case qui va réduire, je dirais, le résultat de l'exercice au compte 2018. Salaire, donc des erreurs ont été commises, ça arrive bien sûr, mais il faudrait essayer de les éviter dans le futur. Donc, il y a manifestement un petit problème au niveau du département de ressources humaines. Ne faudrait-il pas peut-être prévoir des formations ou
ou renforcer le service, je ne sais pas, mais en tout cas, essayer d'éviter ce genre d'erreurs qui sont assez conséquentes. Et je rappelle d'ailleurs que... On me dit, M. Roquet, que normalement les erreurs devraient être réduites de manière drastique, parce que le nouveau logiciel a permis l'année passée d'identifier certaines estimations qui n'étaient pas suffisamment bien faites. Donc le logiciel nous permet d'arriver au plus près. Et donc ce logiciel a été installé l'année passée et donc devrait continuer à produire ses effets positifs cette année et les années. Donc ce logiciel devrait permettre d'avoir un meilleur contrôle sur les droits des... Il s'agit de primes qui n'ont pas été octroyées, enfin, c'est ce genre de régularisation qu'on a dû faire en 2018. Donc c'est une bonne chose aussi pour le personnel qui obtient ses droits. Je vous remercie. Je le mets au micro, merci. Question subsidiaire par rapport à ces corrections au niveau salarial. Est-ce que les montants des corrections ont potentiellement impacté le taux d'imposition des personnes concernées? Parce qu'on a connu par ailleurs, pas forcément dans la commune, mais des situations où des régularisations, paiement de primes et autres en retard, engendraient des changements de l'état fiscal et du palier fiscal des récipiendaires, je veux dire, de ces corrections, ce qui pouvait potentiellement les mettre en difficulté. Donc, est-ce que, si ça s'avérait être le cas, des mesures éventuellement d'accompagnement de ces gens ont été aussi prévues pour éviter ce genre d'effet négatif? Je n'ai pas d'informations qui va dans ce sens-là. On n'a pas reçu non plus de plaintes d'habitants qui se sont signalés vers nous. S'il y en a, n'hésitez pas évidemment, vous et tous les collègues, de le faire. Évidemment, il faudra dès lors avoir un système de correction, parce que si l'erreur est imputée au niveau de la commune, il revient à la commune de réparer. Donc, nous n'avons pas de cas à l'heure actuelle, mais s'il devait se présenter, évidemment, nous aurions des mesures de correction. Je vous remercie. Georges 10. Monsieur le Président, c'est la désignation des bénéficiaires et la fixation des montants. Je tiens à dire que nous avons prévu au cours de cette législature de revoir, je dirais, tous les subsides. Nous ne l'avons pas fait puisque nous sommes dans une année, je dirais, intermédiaire. Et donc, nous revenons avec les mêmes montants, les prestataires sont les mêmes, mais nous commencerons le travail à partir de 2020. Je sais que c'est une discussion que nous avons eue avec certains membres du Conseil. Donc je réponds d'ores et déjà, c'est à partir de 2020 que nous commencerons les travaux. Donc c'est donc la même photo que l'année dernière. Madame Arnaud, allez-y. Merci, Monsieur le Président. Oui, voilà, donc pour le groupe Écolo, nous le rappelons à chaque fois que nous avons les subsides qui arrivent sur la table. Il y a un règlement concernant les subsides, il y a des conditions concernant les subsides aux associations. Et même si nous promouvons justement le fait que ces associations puissent recevoir des subsides, voire des subsides conséquents, parfois le fait d'avoir un subside de 70 €, ok, ça reste 70 €, mais c'est extrêmement, enfin, ça relève plus de l'aumône symbolique que du subside dans ce cas-là. Et dès lors, par rapport aux subsides, nous voudrions vraiment qu'il y ait une réelle transparence par rapport à l'octroi de ces subsides. Ici, on voit quelles sont les associations qui ont été choisies pour les subsides, mais on n'est pas, par exemple, au courant du fait de savoir si d'autres associations auraient pu suggérer de leur verser également des subsides. De nouveau, on n'a pas de demande des associations par rapport à ces subsides-là, etc., etc. Donc la transparence par rapport à l'octroi des subsides, mais également par rapport au contrôle de ce qui a été fait par les associations à la suite de l'octroi des subsides, comme c'est prévu dans notre règlement, nous y tenons vraiment beaucoup parce que ça permet justement cette transparence d'avoir une légitimisation des subsides qui sont octroyés et en réalité de reconnaître aux associations qui le méritent parce qu'elles rentrent dans les règles et au-delà de leur objet social, parce que toutes les associations ont un objet social qui est tout à fait... toutes les associations que nous subsidions ici ont un objet social qui est tout à fait louable, mais au-delà de ça, ça permet d'assurer une réelle égalité entre les associations. Merci. Merci. Et dès lors, je m'abstiendrai pour cette raison, pour pouvoir justement justifier cette abstention par ce manque de transparence. Merci. Je vous remercie. D'autres abstentions? Non, je vous remercie. Nous avons pris note de votre motivation. Le 11, en deux temps, si vous le voulez bien, les questions concernant le compte 18 pour CPS, et dans un second temps,
nous allons demander au président de nous laisser arbitrer sur ce point. De présenter le point, oui, tout à fait. Je dis que c'est en deux temps, donc si vous avez des questions sur les comptes du CPS. Ouais. Excusez-moi, Monsieur le Président, vous voulez d'abord faire les questions et puis après la présentation? Peut-être la présentation d'abord. Toutes les questions sont orientées vers la ressource qui est M. Frémal. Ou alors c'est M. Frémal qui fait peut-être une photo d'ensemble. Ce que je vous propose, c'est de fonctionner comme ça. M. Frémal, puisque je crois que vous avez fait le job, comme souvent, et donc allez-y, la photo d'ensemble avec votre appareil photo, et puis là, sur les questions précises, allez-y. Alors, donc, vous constaterez que pour le compte 2018, nous avons des engagements nets pour 41 889 664 euros. Nous enregistrons des droits constatés de 42 358 603 euros, donc soit un solde positif de 445 626 euros qui, vous le verrez tout à l'heure, viendra en déduction de la dotation communale 2019. Alors, que retenir de nos comptes? Les dépenses en personnel sont en augmentation de 250 000 euros par l'augmentation de nos articles 60. Je vous rappelle que nous avions indiqué ce souhait d'augmenter le nombre de nos articles 60 parce que ceci permet de limiter l'augmentation de nos bénéficiaires de manière trop importante. Évidemment, cette augmentation entraîne des coûts supplémentaires, tant pour l'engagement de personnel d'encadrement, mais également du personnel administratif chargé du suivi auprès de nos partenaires. Donc, il est bien évident que ce coût, est limité parce que nous recevons également des subventions de la région bruxelloise pour permettre l'engagement du personnel qui se charge évidemment de l'encadrement du personnel article 60. Pour la maison de repos à Sylvie-Mouzon, nous augmentons considérablement le nombre de nos résidents depuis la fin des travaux de rénovation du bâtiment. Il va de soi que nous avons également dû engager du personnel complémentaire pour assurer l'accompagnement optimal de nos résidents. Et c'est bien une volonté politique que de vouloir assurer un accompagnement digne de nos aînés, alors que les maisons de repos du privé n'hésitent pas à faire des économies sur ces postes. Les dépenses de fonctionnement connaissent une croissance en lien avec ce que je viens d'évoquer, bien évidemment. Pour ce qui concerne les dépenses de redistribution, comme chaque année depuis mon entrée en fonction au sein du CPS, nous enregistrons une augmentation de nos risques, donc de nos revenus d'intégration sociale, comme indiqué par la mise en œuvre de l'augmentation de nos articles 60, et une diminution de nos équivalents revenus d'intégration sociale et risques, tenant compte de la politique mise en œuvre au niveau fédéral. Pour ce qui concerne les recettes, je vous rappelle le résultat exceptionnel de 2017, qui, comme vous le savez, a entraîné une baisse significative de la dotation communale 2018. Et pour conclure, notre gestion attentive de notre CPS nous permet de vous présenter des comptes au plus près de nos prévisions budgétaires. Je vous remercie pour votre attention. Je vous remercie, M. Frémal. Des questions? M. Louis, allez-y. Je vais vous donner le micro, je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci, Monsieur Frémal, pour cette présentation. Concernant le résultat comptable, vous avez bien dit, on a un résultat positif pour le résultat comptable de 445 626 37 cents pour l'année 2018. Et on aurait aimé avoir un peu plus d'éclaircissement sur ce résultat positif, avoir quelques éléments explicatifs, comment on est arrivé à ces 445 000 euros en résultat positif, même si vous dites que vous allez les utiliser pour compléter la diminution de dotation. Ça aurait été intéressant d'avoir l'explication qui amène à ce résultat positif. Ensuite, concernant le point suivant, c'est la somme dont la commune est redevable au CPS. On voit qu'on a 915 811 euros, 915 811 euros que la commune est redevable à titre de revalorisation sociale entre 2014 et 2018,
Est-ce qu'il serait possible d'avoir quelques éléments d'explication pour comprendre comment on est arrivé à cette somme-là et aussi avoir un état actuel de la somme que la commune doit toujours au CPS à ce titre-là. Ma troisième question concerne les coûts nets et les coûts nets principaux pour le fonctionnement. On voit que le centre gériatrique enregistre un coût assez élevé par rapport aux autres fonctions. On a donc plus d'1 million d'euros. Donc pour le centre gériatrique, dans les dépenses de fonctionnement, on voit pour l'année 2018, désolé, je suis encore trop près, je vais essayer d'écarter. Et donc, on voit que pour le centre gériatrique, on arrive à plus de 1 900 000 euros. Et on comprend tout à fait, le groupe École Grune, que ce genre de dépenses de fonctionnement est utile pour les bénéficiaires, mais somme toute, c'est assez grand dans les dépenses de fonctionnement. Est-ce que vous pourriez apporter des éléments d'explication là-dessus? Ensuite, ma quatrième question concerne la volonté. En fait, ça fait un peu la transition vers le budget. On voit qu'il y a une volonté, et on plus soit cette volonté d'engager encore plus et d'avoir encore plus de projets au niveau du CPS. Et cela engendre des coûts, particulièrement pour les articles 60 dont vous avez parlé tout à l'heure. On a plus de 250 000 euros qui vont être dépensés pour les articles 60. Mais malheureusement, et ça c'est lié avec le budget, on a une dotation qui diminue. Et donc, ici, dans ces prévisions d'augmentation d'article 60, si vous pourriez expliquer comment vous pouvez arriver à ces engagements qui sont assez ambitieux de 10 emplois par année, si je ne me trompe pas, alors qu'on vous restreint la dotation, on est en 12e provisoire et on va arriver dans les 3 derniers mois à devoir engager plusieurs personnes avec des revenus assez limités sur ce point-ci. Ensuite, ma cinquième question, c'est toujours une question transversale par rapport au budget aussi. Dans les comptes, vous faites référence, et aussi dans les budgets, de l'augmentation des tickets repas de 5 à 7 euros par jour. Mais si je ne me trompe pas, en 2019, on a bien voté pour l'augmentation des tickets repas qui passent de 8 euros par jour. Et ça n'a pas l'air d'avoir été budgétisé. Et est-ce qu'on pourrait avoir justement une explication sur cette augmentation qui devrait être vue dans le budget? Ensuite, j'ai juste fait un parallèle avec les comptes et budget. Et toujours pour revenir bien sur les comptes, on voit que les coûts nets de fonctionnement, dans les coûts nets de fonctionnement, on voit qu'on a une nette baisse pour la réinsertion. Dans l'évolution, il est indiqué dans le tableau 2015 à 2016, mais on comprend bien de 2015 à 2018, on a une évolution à la baisse qui est quand même de 25% dans les investissements pour la réinsertion, qui est très important, bien sûr, la réinsertion sociale. Et est-ce qu'on pourrait avoir aussi une explication sur ce changement? Ensuite, on a toujours dans les comptes une progression assez significative de plus 9% dans les retours qu'on a sur les produits financiers. Et ici, c'est assez étonnant car on a des retours positifs sur des intérêts créditeurs. Et donc, on nous rembourse nos intérêts de manière négative. Et donc, c'est très bien. Si on pouvait l'avoir dans toutes les banques, je pense que
chacun. Et ici, pour le CPS, la question est de savoir comment on est arrivé à ce remboursement d'intérêts négatifs et sur quelle période on va continuer à bénéficier de ces remboursements positifs. Voilà, ce sera toutes mes questions pour le compte. Merci beaucoup. Je rappelle tout de même aussi que vous êtes censé avoir eu ce débat au Conseil social et les questions peuvent être évidemment posées localement à vos représentants ou via les représentants dans les assemblées. Plusieurs questions ont été posées ici. Merci aussi aux fonctionnaires du CPS d'être présents en appui technique à une heure aussi tardive. C'est montrer l'engagement du personnel. Le président du CPS va répondre à vos 7 questions à peu près, Monsieur Nuire. C'est bien cela? Je vous remercie. Monsieur le Président, puisque vous changez de casquette ici, voilà. Merci. Votre casquette de président. Allez-y. Merci. Et donc, pour la première question sur le solde positif, nous vous rappelons que, en tout cas, en partie, pour une partie des montants, nous n'avons pas pu engager les travaux à la rue des Plantes, puisque vous savez que nous avons fait l'acquisition d'un bâtiment à la rue des Plantes, dont le sol est fortement pollué. Nous débattons aujourd'hui avec les autorités régionales pour pouvoir avancer sur cette question, mais en attendant, nous n'avons pas fait ces dépenses, et donc évidemment, ce solde positif, il est en grande partie dû à cette situation. Et donc, bien évidemment, dans les discussions que nous avons eues à l'occasion de la concertation commune CPS, il est bien clair que nous pouvons compter sur le soutien de la commune lorsque nous pourrons entamer les travaux dans un futur que j'espère le plus proche possible. Voilà. Alors, pour le montant de l'AMR, eh bien, c'est effectivement une maison de repos et nous ne sommes pas la seule commune qui sommes au niveau du CPS impactés par des montants aussi importants. Il faut savoir que voilà, nous bénéficions évidemment de subventions de l'INAMI qui ne couvrent pas la totalité des dépenses en matière de personnel, puisque je vous ai bien indiqué tout à l'heure dans ma présentation que la volonté politique du CPS soutenue par le collège est bien évidemment d'offrir une attention toute particulière à nos bénéficiaires qui sont pris en charge, à nos aînés qui sont pris en charge au sein de la maison de repos. Cela a un coût. Nous avons rencontré quelques difficultés, vous l'avez entendu dans la presse, pour ce qui concerne le personnel infirmier, nous sommes également impactés par cette situation, mais nous avons fait appel, par exemple, sur cette question-là, à un service intérim qui fait du recrutement à l'étranger. Nous avons recruté durant cet été les 3 infirmières qui nous manquaient. Et donc, nous avons à nouveau un personnel infirmier tout à fait dans les normes. Et alors, pour compléter encore cette information, en ce compris avec le processus article 60, je pense que je vous l'avais déjà expliqué, mais ce n'est pas grave, je vais vous le réexpliquer. Nous avons mis au point, avec nos services d'insertion, la possibilité pour des personnes qui ont été aidées par notre CPS, donc qui ont été soutenues pendant leurs études d'aides-soignants, de pouvoir être engagées, d'avoir un premier contrat juste à la fin de leurs études en tant qu'aide-soignant, ce qui leur permet d'avoir une expérience tout à fait positive pendant le temps de leur... Donc là, évidemment, comme il s'agit de jeunes, c'est une période d'à peu près 1 an. Donc, ça doit faire une première expérience. Lorsque des postes sont libérés par des personnels aides-soignants qui atteignent l'âge de la pension, je dis cela parce que nous avons très peu de turnover au niveau de la maison de repos. Donc, nous n'avons pas de postes qui se libèrent régulièrement. Donc, ça leur fait cette possibilité-là et certainement la possibilité de pouvoir faire dans leur CV présentation d'une expérience utile d'1 an de travail complet au sein de notre CPS. Donc, c'est vrai que on présente régulièrement l'augmentation des articles 60, mais c'est également sur l'encadrement au sein de la maison de repos que nous apportons un soutien particulier. Donc, en tout dernier point, sur cette question-là, nous sommes à 167% du pourcentage des aides-soignants sur le chiffre
inhabile. Donc ça veut dire que la totalité des 67% est totalement prise en charge par notre CPS. Et cela est vraiment très important si nous voulons réellement avoir cet encadrement des plus harmonieux à l'égard de nos aînés. Et c'est une volonté, bien évidemment, de partir du principe que beaucoup de personnes âgées ont eu une vie dans une grande précarité, et ça a toujours été le souhait politique de ma prédécesseur déjà, que nous continuions d'avoir vocation d'avoir la meilleure vie possible au sein de la maison de repos pour terminer une vie la plus positive possible pour nos aînés. C'est la raison pour laquelle nous ne lésinons pas évidemment sur les dépenses avec le soutien de notre collège qui nous soutient évidemment sur ces aspects-là. Alors, pour ce qui concerne les articles 60, Monsieur le bourgmestre a bien précisé que les discussions ont eu lieu à huis clos au niveau du Conseil, mais donc je vais quand même vous faire part de la situation. Non seulement nous continuons évidemment la politique qui est menée, qui a été décidée avec la commune, mais vous l'avez souligné alors que je voulais le faire au niveau de la présentation du budget, nous avons déjà un accord avec la commune pour pouvoir augmenter de 10 unités par an, donc en 2020-2021, et nous espérons pour les années suivantes, nous rediscuterons bien évidemment avec la commune des modalités. Et donc, comme je l'ai indiqué, oui, nous recevons des subventions de la région, et un peu à l'image de ce qui avait été indiqué tout à l'heure pour les efforts qui sont faits par le collège pour rechercher des moyens, nous le faisons également, et ça a toujours été le cas, Madame Buzon le signalait, chaque fois qu'elle présentait son budget en disant bien que nous n'avons aucune possibilité de pouvoir lancer quoi que ce soit en termes de financement pour le CPS, et c'est donc en allant chercher un maximum de subsides que nous parvenons à maintenir l'équilibre. Alors, les titres repas, évidemment, il s'agit du compte, hein. Donc il s'agit bien du compte 2018. Les dispositions qui sont prises par le collège seront appliquées, comme il a été indiqué ici, au niveau du CPS, et nous passerons bien, donc l'année suivante, à 8 € par la valeur faciale de chaque litre repas. Alors, pour le net fonctionnement, les 25%. Non, mais donc c'est purement technique au niveau du bâtiment. Maintenant, si vous souhaitez, on apportera une réponse écrite. Monsieur Van Gramendonk fera le nécessaire et je vous transmettrai la réponse. Le coût net de plus de 25%, c'est sur les réinsertions, pas sur les bâtiments. Alors pour les produits, mais donc de toute façon, Monsieur Van Gramendonk, pardon, ne sait pas me répondre maintenant, donc on vous fera une réponse écrite, ça il n'y a pas de souci, on fera la recherche, donc c'est bien sur les coûts de... C'est bien une baisse de moins 25,99% pour la réinsertion, et pas les 29,55% qui sont. Je me trompe peut-être, mais je pense que c'est une question personnelle, en fait, parce qu'en fait, nous avons eu des diminutions de personnel dues à une période de plusieurs personnes qui ont été écartées, pardon, suite à des petits problèmes de famille, d'élargissement de famille, ça, je suis arrivé. Et donc, nous n'avons pas pu les remplacer, je pense que c'est... Mais on va le vérifier, on vous donnera la réponse par écrit. Et alors, pour ce qui concerne les produits financiers, il n'y a pas de mystère, en fait. Ce sont des montants qui ont été placés il y a de très nombreuses années, qui continuent à apporter effectivement des intérêts positifs pour notre CPAS. En fait. Mais je ne sais pas vous dire quand on pourra bénéficier de ces returns. Il y avait juste, du coup, ma deuxième question, en fait, sur les 915 000 € que la commune doit encore au CPS. Oui, pardon, excusez-moi, je ne vous ai pas répondu. Okay. Je ne vous ai pas répondu sur cette question. Donc, en fait, nous avions longuement discuté avec le collège sur ces questions-là. La quasi-totalité des montants a été versée au CPS. Et donc, il ne reste à l'heure actuelle que les derniers reliquats qui sont les dernières années pour lesquelles les versements vont être effectués. Donc, de mémoire, je pense qu'on est déjà à près un peu plus de 700 000 € qui ont déjà été versés et restitués au CPS.
Parce que du coup, si on voit bien, depuis 2014, c'est un montant de 200 000 euros qui s'accumule par année. Et ça voudrait dire que vous avez payé en une année ce que vous n'avez pas payé en 4 années, en plus, C'est pas nous, c'est eux qui en considérant. Non, c'est très bien. Mais alors du coup, sur les restants, c'est 400 000 euros qui restent encore. Non, c'est pas 400 000 euros, c'est moins de 400 000 euros. Je pense que On était à 900 000 euros. 260 000 euros de mémoire. De toute façon, c'est en cours également, et donc la commune s'est engagée à vous laisser la totalité des fonds. Je vous remercie. Je voudrais, pour ma part, rappeler aux membres du Conseil que les comptes sont en bonnie et ils s'expliquent pour l'essentiel par la non-réalisation des travaux de la future antenne du CPS dans le quartier nord, pour des raisons qui sont liées à la pollution des sols, pour lesquelles l'étude a été lancée, qui demande du temps. Et donc, quand on a eu évidemment cette information, en 2019, quand on a fait la dotation vers le CPS, on a tenu compte de cet élément. On sait qu'ils ne pourront pas le réaliser en 2019. Je l'avais dit il y a 2 semaines, et ici c'est confirmé. Donc, il n'y a pas de réalisation en 2018. Ce sera aussi au compte 2019. Vous verrez que cette fois-là, on ne l'a pas budgété. Et pour les paiements, ils se font très régulièrement. Évidemment, nous allons tenir les engagements. Et ce n'est pas parce que l'année 2018, on n'a pas fait le versement d'une partie de la dotation que ça ne se fait pas en 2019. Le versement se fera évidemment. Monsieur le Président. Oui, alors à la demande de ma collègue, excusez-moi, je fais un petit rectificatif. Quand j'ai parlé de problème, c'était juste une petite pointe du mot malvenu. Il s'agit bien évidemment d'événements heureux. La paix dans les ménages. Merci. Excusez-moi, juste désolé d'insister sur ce montant de 915 000 euros. Et donc, on parle bien ici de revalorisation. Je vais y arriver. Merci. Donc, de revalorisation salariale. Mais du coup, c'est de l'argent, si je comprends bien, qu'on reçoit des autorités régionales ou fédérales, qu'on doit directement donner, en tout cas que la commune reçoit, qu'elle doit directement donner au CPS, et qui a été retardé. Pour quelle raison? Est-ce qu'on pourra avoir une explication? Merci. Je vous remercie pour votre sagacité, monsieur. Merci au Président pour les réponses aux questions. Avez-vous d'autres questions? Monsieur Thierry Bouvet, je vous remercie, monsieur le Président. Je vous remercie. Et nous allons formellement. Et le Président va se retirer. La question de savoir si vous souhaitez le vote, parce que je dois sortir. Sur les comptes, oui. Et après, on a un vote, je pense, sur le budget. Merci pour les comptes. Une petite sortie. Demandez-vous le vote sur ce point. Alors, du coup, pour le groupe Écolo Groen, on va s'abstenir et on va justifier l'abstention. Correct. Excusez-moi. Pour les comptes, on va les accepter. Pour les comptes, excusez-moi, j'ai été trop vite. Oui, il faut chercher la cohérence des niveaux d'acceptation. Voilà. Donc, puis-je considérer par ailleurs que les comptes, c'est une photo de 2018, et ici, c'est déjà une photo un peu jolie et presque sépia. C'est une photo du passé, qui reçoit toute une série d'approbations de parents, qui accompagnent d'ailleurs le document. Voilà, avant de vous positionner sur cette question, je vous donne ces éléments de façon à ce que vous puissiez agir en connaissance de cause et dans la cohérence évidemment des positions prises en amont. Monsieur Mouir, souhaitez-vous réintervenir là-dessus? Demandez-vous le vote, moyennant ce qui vient de se dire? Non, je vous remercie beaucoup. Puis-je considérer que ceci est OK? Je vous remercie. Puis-je inviter Monsieur le Président à revenir s'asseoir au titre de conseiller? Et nous poursuivons ainsi, toujours avec le même casting. 12. Budget 19 pour le CPS, plan triennal 19-20-21. Vous avez reçu un premier élément qui est effectivement la situation du boni de 18, et c'est évidemment partie de la compréhension de ce point-ci, puisque les deux sont articulés.
voulez, vous avez une photo d'ensemble d'un budget N, auquel, évidemment, vous devez aussi restreindre, soustraire un autre montant qui est celui du bonus. Monsieur Frémal va vous expliquer cela dans sa bande-annonce avant le jeu de questions. Allez-y, Monsieur Frémal. Merci, Monsieur le Président. Donc, pour ce qui concerne le budget 2019, la dotation s'élève à 4 445 626 €. Et donc, je suis la présentation, bien évidemment, de nos techniciens, puisque on parle bien de la dotation en premier lieu, alors en parlant enfin voilà, je suis le même processus. Donc, nous avons bénéficié en 2017 d'un bonus de. Donc, je vous rappelle qu'on avait bénéficié d'un bonus de 4 128 018 € qui est venu en déduction de la dotation communale de 2018. Mais malgré cela, comme nous venons de le voir, le CPS clôture l'année 2018 avec un bonus de 445 626 €. Nous venons en parler. Alors, nous observons donc une diminution de la dotation communale en lien avec les diminutions de dépenses enregistrées depuis 2017. La diminution est due au retard pris, comme nous venons de le dire également, pour la démolition de construction de notre antenne dans le quartier Nord. Et donc, ce sont évidemment, de notre côté, c'est pour nous en tout cas une situation fort dommageable, puisque nous avons besoin de ces bâtiments pour pouvoir accueillir la totalité de nos services sociaux dans des conditions correctes. Alors, l'augmentation de nos bénéficiaires risque est partiellement limitée grâce à nos efforts en termes d'insertion socio-professionnelle, en ce compris la mise à l'emploi de 150 articles 60, comme nous en avons discuté également maintenant. Et donc, comme indiqué dans notre politique générale, nous recevons de plus en plus de demandes de personnes endettées. Ceci a pour conséquence que nous intervenons aussi bien pour des soins de santé que pour ce qui concerne les dettes énergie. Nous ne manquerons pas d'interpeller les pouvoirs régionaux avec nos collègues des autres CPS bruxellois et à Localis, afin qu'ils soient tenus compte de ces situations lorsqu'il s'agira de revoir les subventions pour ce type de dépenses. Donc, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, nous sommes toujours bien attentifs à vérifier que nous pouvons obtenir le maximum de subventions pour l'ensemble de nos dépenses. Quoi qu'il en soit, nous menons également des actions préventives auprès de nos bénéficiaires pour limiter les risques de bascule en surendettement. Ainsi, nous réinstaurons l'enquête énergie de base auprès de tous nos usagers afin de vérifier que nos bénéficiaires reçoivent bien le tarif social et nous vérifions avec nos équipes que nos bénéficiaires qui présentent des factures d'eau anormalement élevées ne rencontrent pas de problème de fuite. Nous préconisons également de passer à la tarification mensuelle pour ce poste, puisque vous l'avez entendu à l'occasion de la venue de Vivacois ici, c'est une possibilité de limiter le risque évidemment de surendettement pour notre public. Les augmentations des subventions fédérales ou régionales pour couvrir les actions complémentaires, nouveaux dossiers EPIS obligatoires ou encore l'augmentation de l'article 60. Nous avons donc permis d'engager du personnel complémentaire pour nos services sociaux et intégration sans impacter la dotation communale. Comme vous le savez, l'aide du CPS est résiduaire. Nous restons donc attentifs à toute situation permettant d'éviter qu'une personne n'ouvrirait pas un droit dans un autre régime. Ainsi, nous encourageons toute personne exclue des allocations de chômage à aller en recours contre la décision. Nous invitons les personnes qui présentent un handicap quelconque à s'adresser au service ad hoc et pour les personnes pensionnées, nous vérifions qu'elles ont bien introduit les demandes de GRAPA si elles n'en bénéficient pas. Ces actions permettent également de limiter nos dépenses. Et donc, je vous renvoie au tableau chiffre du service social dans la présentation de la note de politique générale pour vous permettre de vous rendre compte que nos équipes ne chôment pas en matière de prise en charge des plus démunis de notre commune. Et je vais en rester là pour la présentation. Je vous remercie pour votre attention. Je vous remercie pour la clarté de cette présentation. Des questions à ce sujet? Monsieur le maire, the floor is yours. Merci, Monsieur le Président. Encore merci, Monsieur Frémal, pour cette présentation sur le budget. Ici, j'ai deux questions courtes. La première, c'est qu'on observe, et vous l'avez déjà dit dans la présentation des comptes, et encore vous l'avez répété, on a une diminution de la dotation de la commune pour le CPS pour 2019, et cela sur 3 ans, 2020 et 2021. Mais on a, et c'est très bien, le CPS a prévu des engagements nombreux pour
pour les années qui arrivent. Et c'est une chose assez positive. Et la question revient encore une fois, c'est qu'on observe cette diminution de dotation, on observe des restrictions au point de vue des budgets qui sont obtenus au niveau du fédéral depuis 2014 avec les RIS, avec le RIS. Et donc, c'est de savoir comment on va réussir à engager tous ces projets, toutes ces personnes, tout ce personnel dont vous avez présenté dans le budget, en ayant ces restrictions et en sachant que avec les 12e provisoires qui nous restent, le temps que le budget soit accepté, ces engagements risquent d'être limités. Et juste la deuxième question, c'était une question toujours liée avec ce qui avait déjà été dit aussi précédemment, c'est sur les augmentations de chèques repas. Ici, je dis de mémoire, mais vous pouvez me corriger, M. Frémal, c'est plus 123 000 euros vous budgétisez pour 5 à 7 euros par jour de tickets restaurant, mais on doit passer à 8 euros. Alors, du coup, est-ce que cette budgétisation est bien indiquée dans le budget de CPS? Merci. Bien sûr que le bourgmestre peut demander la parole. Voilà, je voudrais évidemment intervenir et remercier évidemment Luc Frémal pour le travail qui est fait au CPS. Je pense que par rapport à la trajectoire budgétaire, le budget du CPS est en constante augmentation. Donc si vous regardez en 2019, en 2020 et 2021, il est en augmentation. Par exemple, en recettes, on est à moins de 41 millions en 2019, en 2020, on est à moins de 42 millions, et en 2021, on est à plus de 43 millions. La capacité du CPS à aller chercher des moyens est réelle. Tout à l'heure, le président avait donné un exemple très concret de sa capacité à aller chercher de l'argent auprès des autorités subsidiantes. Lors de la discussion commune CPS, nous avons évidemment acté un certain nombre de, je dirais, évolutions. Vous avez parlé sur le plan social des chèques repas, c'est intégré dans l'entrée là. Ce qui a été aussi intégré, c'est évidemment le 4/5e temps, qui est probablement l'un des projets les plus importants de la commune de ces dernières années. Personne en Belgique ne va aussi loin que nous dans le 4/5e temps avec embauche compensatoire. Mais on le fait simultanément. Le travail va être fait au niveau communal pour les plus de 55 ans. C'est évidemment c'est pas le faire avec tout le personnel, mais on commence avec ce personnel-là, ce qui est déjà exceptionnel. Mais simultanément avec le CPS à partir du 1er janvier. Il a été rappelé que l'augmentation progressive est prévue au niveau des articles 60. Oui, mais connaissez-vous beaucoup de communes qui font autant, qui sur la même, je dirais, année, on fait à la fois les chèques repas, on fait le 4/5e temps et on fait quand même une inflexion importante au niveau des articles 60. Donc c'est important. Sur les mesures fédérales, chacun peut avoir son point de vue, mais nous rendre responsables des mesures fédérales, je trouve que ce n'est pas juste. Nous sommes une entité locale, nous subissons les règles qui sont prévues au niveau fédéral, et si d'autres étaient à notre place, ils ne feraient que la même chose que nous. La loi reste appliquée pour toutes les entités locales et les CPS. Donc, n'oublions jamais que la diminution de la dotation n'est jamais à la hauteur du non réalisé en matière de construction-rénovation. Donc il y a des marges existent. Et puis, comme je l'avais dit il y a 2 semaines, de toute façon, nous continuons à dialoguer. Et s'il devait y avoir un dérapage, des imprévus, et la commune est là évidemment pour suppléer aux besoins. On l'a toujours fait et on le fera encore. Et il est de bonne gestion au niveau de la commune de ne pas laisser thésauriser dans des institutions autour de l'argent. C'est à la commune qu'il revient de reprendre quand il y a des dépassements dans les comptes. C'est la bonne gestion. C'est ici que l'argent doit revenir un moment et doit repartir à un autre moment. Donc, nous sommes assez satisfaits évidemment du travail qui est fait. Et moi, je vois une augmentation quand même régulière des dépenses et des recettes qui montre qu'on investit du côté du CPS pour cette population qui est fragilisée. Le seul complément, c'est par rapport à cette question, il y a un clair qui n'a pas d'impact de la diminution des prix sur le personnel. Ce n'est pas là-dessus que nous recevons les subventions, bien évidemment.
Donc, et les subventions, au contraire, puisque nous avons été tenus, mais ça, vous l'avez vu dans la note de politique générale, comme tous les autres CPS, bien évidemment, nous avons rendu le PIS obligatoire au niveau de tous les nouveaux bénéficiaires et à chaque fois, nous obtenons bien évidemment des subventions complémentaires pour faire ce travail. C'est ainsi que nous avons engagé du personnel complémentaire et que nous continuons à engager du personnel complémentaire sur base de ces apports complémentaires au niveau fédéral et au niveau régional. Et donc, c'est sur ces bases-là que nous engageons du personnel. Bien, je vous remercie. Je vous remercie. Nous allons avancer. Alors, avance aussi. Et nous sommes. Vous demandez le vote sur ce point? Objet d'exercice. Vous n'avez pas de. Oui, sur le vote, vous pouvez rester, Monsieur le Président. Vous n'avez pas voté au Conseil social. Si vous l'avez voté au Conseil social, et j'imagine que sur le Conseil social, les représentants du groupe Boulot étaient présents. Oui. Mes remarques sont également valables comme pour l'approbation du groupe. Le vote est juste justifié pour ça. Souhaitez-vous vous abstenir sur ce point? Oui, l'ensemble du groupe écolo, il n'y a pas de souci. Quelle est votre motivation? Je vous en prie, le micro est là. Et du coup, c'est pour faire écho à ce qu'on a en conseil du CPS, c'est de dire que si on a un désinvestissement de la commune avec une diminution de la dotation qui est assez nette et qui, même si elle progresse sur les 3 années qui reviennent, on ne peut pas soutenir un investissement du public dans des aides pour des prestataires qui en ont besoin. Voilà, c'est une interprétation budgétaire, et vous pouvez avoir la vôtre, mais nous, notre abstention est justifiée par ça, parce qu'on a encore des projets qui viennent sur les 3 années, des beaux projets qui nécessitent des investissements de grande ampleur, et pour lesquels la commune a sa place dans ces investissements, et on ne peut pas juste soutenir un désinvestissement, sachant qu'on a plein de beaux projets, plein d'engagements, et encore d'autres bénéficiaires qui attendent le retour de la commune. Merci, monsieur. Avez-vous d'autres positions comparables comme celle-là? Je vous remercie. Nous passons au 13, c'est le règlement, redevance relatif au stationnement, réglementé dans l'espace public, et c'est une modification, puisque vous savez que ça fait partie de l'arsenal de régulation à la disposition du collège et du conseil. Monsieur le Président. Voilà, j'ai le plaisir de présenter cette modification du règlement relatif au stationnement réglementé dans l'espace public, qui adopte déjà un stationnement pour le travail qu'il a consacré. Alors, en gros, évidemment, sans reprendre tout ce qui vous a été donné, ce qu'il faut retenir, c'est que lors des rencontres citoyennes, beaucoup de nos riverains se sont plaints du fait notamment de ne pas trouver une place de parking quand ils devaient se garer, en signalant qu'ils devaient tourner pendant plus d'une heure. Je pense que ce n'est pas bon pour le climat. 2, ils nous signalaient également que dans les communes avoisinantes, ils ont décidé de faire payer entre 18h et 21h. Et donc, ce sont des éléments évidemment extrêmement importants pour nous. Le règlement vise au fond quoi? De faire payer ceux qui n'habitent pas la commune et de permettre à nos riverains, à nous, de pouvoir trouver une place de stationnement quand ils reviennent du travail ou d'autres activités. Je tiens aussi à dire que, évidemment, c'est quelque chose qui s'articule quelque part dans une harmonisation d'une politique de stationnement régionale, à partir du moment où nous ne sommes pas les premiers à faire ça, où ça a été fait par les voisins. Donc ici, il y a véritablement une volonté de s'inscrire dans une articulation, et je pense que c'est positif. Et enfin, je dirais que, de manière objective, la commune de Saint-Josse, certes, jouit de nombreux passages de transport public, et sur le plan du stationnement, on est quand même le dernier de la classe avec 15 places de stationnement pour 100 habitants. La moyenne au niveau régional est de 100 places. Et donc, non seulement nous ouvrons ici des places en permettant la rotation, mais nous ne manquerons pas au cours de cette législature
de créer des parkings souterrains pour permettre à nos habitants de pouvoir être soulagés. Monsieur le Président, je vous remets la parole. Merci, M. Clerc-Sézy. Ensuite, M. Le Maire, et on fait, et Mme Wardot, on fait intergrouper si vous voulez bien. Allez-y. Oui, merci, Monsieur le Président. Monsieur le Bourgmestre, je comprends très bien les arguments. Le parking à Saint-Josse pour les riverains est quelque chose d'extrêmement compliqué. Toutefois, je me demande si on ne pêche pas par excès au niveau des horaires. Alors, je sais bien que Scarbeck a mis 21h, mais en voulant aider les riverains, je me demande si on va poser des problèmes à ces mêmes riverains, en tout cas une partie d'entre eux. Je m'explique. Les places sont essentiellement prises, outre par peut-être des gens riverains des communes voisines, par les personnes qui vont dans les centres culturels, dans les théâtres, dans les restaurants, les commerces éventuellement qui sont ouverts relativement tard et qui viendraient d'autres communes en voiture. Mais la plupart de ces gens-là, ils sont déjà garés à 8 heures, je dirais au plus tard. S'ils vont au théâtre, ils sont déjà garés même avant. Donc, passer de 6 heures à 9 heures ne me semble pas être une mesure qui va empêcher ces gens de se garer, puisqu'ils sont déjà garés. Et par contre, 9 heures, quel va être l'effet pervers pour les habitants de Saint-Josse? C'est pour tous ceux qui reçoivent leur famille, leurs amis, pour une fête, un dîner, que sais-je, y compris le samedi, puisque c'est le samedi aussi. Donc ça veut dire que votre sœur, votre neveu, vos amis viennent chez vous, ils vont devoir payer un parking jusqu'à 9 heures du soir, interrompre probablement ou la fête ou la rupture de jeûne, que sais-je, pour aller remettre de l'argent dans le rotateur. Donc c'est un problème pour les habitants eux-mêmes. Un autre problème, c'est par exemple pour les gens qui ont des enfants en bas âge et qui voudraient, c'est mon cas, mais j'en connais d'autres, sortir en couple une fois par semaine, par exemple, vous faites appel à une babysitteuse. La babysitteuse, elle vient chez vous, vous avez un rendez-vous à 7 heures, vous partez à 6h30, la babysitteuse vient à 6h30, eh bien avec vos systèmes de 2 heures, elle ne peut pas, elle est obligée à un moment, à 8h30, de quitter votre domicile pour aller mettre de l'argent dans le rotateur, puisqu'elle ne peut pas faire plus que 2 heures. Et donc, il y a un vrai problème. Alors, vous devez alors éventuellement avoir des cartes comme de visiteurs, mais le budget sera très conséquent si vous devez avoir des cartes de visiteurs chaque fois que vous recevez des gens de votre famille ou que vous avez une babysitteuse ou quelqu'un qui vient à la maison. Ça peut faire quand même... Moi, je me demande s'il ne serait pas plus judicieux de limiter, par exemple, jusqu'à 8 heures le paiement, ce qui permettrait à un certain nombre de personnes, non seulement de pouvoir, par exemple, dans l'exemple de babysitting, 2 heures de 6 à 8, c'est bon. Vous avez des gens chez vous, à partir de 8 heures, ils vont. Donc, je pense qu'ici, on va faire peut-être du bien pour certains, mais du mal pour beaucoup d'autres. Et je ne pense pas que ce soit souhaitable, certainement le samedi. Je pense ça vraiment très dommage. Alors, en outre, ça n'est pas un point qui a été revu dans votre nouvelle proposition, mais j'ai quand même été à nouveau choqué, je pense que j'avais dû déjà l'être la fois d'avant, c'était sur les moyens de paiement des orateurs. Parce que là, vous allez augmenter un problème, vous allez ajouter un nouveau problème au problème dont je viens de parler, c'est que si le relateur ne fonctionne pas bien et que le système de carte de paiement ne fonctionne pas, la personne qui l'autorise doit payer en pièces. C'est quand même culotté. Si le gestionnaire des orateurs n'est pas fichu d'assurer le fonctionnement de l'orateur, c'est pour sa pomme et pas pour celui du automobiliste. Je trouve ça assez choquant. Et alors, je dirais, mais on a évolué, on est en 2019, il y a beaucoup de communes qui prévoient les systèmes de paiement par SMS. Et dans le futur, et j'ai eu un voyage en Chine dernièrement, là, on ne paye même plus par ta carte de crédit ou par carte, mais on paye par smartphone. Et ça va venir chez nous, n'importe par rapport à la Chine. Mais, ah oui, voilà, mais ça va venir. Et donc,
je dirais, offrons, si on veut en payer le soir, c'est pas évident. Moi, j'en ai pied sur moi. Hein. La plupart de nous, on a plus de pied. Donc, si vous voulez que les gens jusqu'à offrez-leur tous les moyens possibles, imaginables et faciles pour pouvoir effectuer ce paiement. Mais donc, dans votre règlement, je sais que ça existe, il y a Yellow Brick, quelque chose là, ce n'est pas dedans dans le règlement, donc il faut peut-être là le modifier. Alors, j'avais encore une autre remarque sur votre règlement. Dans les zones rouges, pourquoi est-ce que la chaussée d'Ouvin, entre la place Saint-Josse et de Tours, n'est pas en zone rouge? Puisque les zones rouges, c'est essentiellement pour des lieux de commerce où il y a beaucoup de magasins. Et donc, je me pose la question, il y a des zones rouges, chaussée d'Acte, il y a des zones rouges rue de Brabant, etc. Mais il n'y a pas de zone rouge pour la partie très commune de la chaussée d'Ouvin que je viens de signaler. Voilà, en gros, c'était, je dirais, ce que j'avais à vous dire. Merci, monsieur le maire. Oui, Monsieur le Président, alors moi je suis piéton par choix, donc les questions automobiles, généralement j'en suis assez éloigné, mais je ne peux m'empêcher de réagir par rapport à un élément que Monsieur le bourgmestre évoquait, à savoir que effectivement beaucoup de nos citoyens ont du mal à trouver des places de parking, mais une des raisons pour ça, c'est aussi l'énorme densité de population et le fait que la commune régulièrement prenne des initiatives qui densifie encore les quartiers. Je pense à des permis attribués pour des subdivisions de maisons unifamiliales en appartements multiples. Je pense à des projets qui étaient repris au budget qui nous a été présenté au précédent conseil, qui parlaient également de subdiviser certains biens communaux en plusieurs logements. Eh bien, cette densification, si pas orchestrée, du moins appuyée par la commune, contribue à renforcer les problèmes des tennodois automobilistes. Je note également que quand on regarde les statistiques qui sont réalisées par la région, le tennodois n'est pas non plus le plus grand possesseur d'automobiles. En réalité, les chiffres montrent que les tennodois possèdent très peu de voitures comparé à leurs voisins des autres communes de la région bruxelloise. Donc, beaucoup des places, finalement, sont occupées par des gens non tennodois et par des entreprises. On constate très régulièrement dans nos rues la présence de véhicules appartenant à des entreprises, voitures de société basées à Saint-Josse, mais qui ne sont pas utilisées au quotidien par des tennodois, mais qui prennent des places aussi pour les tennodois. Donc, par rapport à ces éléments-là, monsieur le bourgmestre, ne serait-il pas pertinent, d'une part, d'assurer une certaine cohérence dans l'ensemble des politiques susceptibles d'avoir un impact, et d'autre part, de mettre en place des mesures spécifiques visant à libérer les places de parking existantes des voitures que l'on qualifie parfois de ventouses, comme celles que je viens de mentionner, notamment les voitures de société. Je vous remercie. Je vous remercie. Madame, Merci, Monsieur le Président. Donc, le 12 décembre 2011, je proposais une modification du règlement et en particulier de l'article 11 qui concerne les zones de tolérance. Et cette modification avait été proposée pourquoi? Parce qu'en fait, on s'était rendu compte que les zones de tolérance autorisaient des riverains d'une autre commune à venir se garer sur les territoires de Saint-Josse, mais que la réciproque n'était pas vraie. Et que dès lors, des riverains de Bruxelles-Ville, par exemple, pouvaient se garer sur le territoire de Saint-Josse, mais que quand les riverains de Saint-Josse allaient se garer à Bruxelles-Ville, alors que c'est écrit dans le règlement qu'ils peuvent le faire, en réalité, la réponse de Bruxelles-Ville était oui, effectivement, ça se trouve dans le règlement Saint-Josse, mais ce n'est pas le cas. Bruxelles-Ville n'a pas autorisé ces zones de tolérance. Le résultat était lequel? Le résultat, c'était que les riverains de Saint-Josse prenaient des amendes parce qu'ils stationnaient à Bruxelles-Ville, alors que le règlement leur laissait croire qu'ils avaient le droit de le faire. Bruxelles-Ville, en général, dans sa magnanimité, annulait la première amende, mais pas la deuxième, pas la troisième. Et en plus de ça, les riverains qui se situaient à Bruxelles, c'est ici. Mais si, mais enfin, j'ai tout. Mais enfin, vous m'avez répondu là-dessus en 2016. Donc ne dites pas que c'est pas vrai, vous m'avez répondu là-dessus en 2016, j'ai les PV qui le disent. Donc, ma question est dès lors, mais ne dites pas que c'est pas vrai. C'était le cas en 2016 quand j'ai posé la question. Du coup, je vais proposer une modification du règlement par rapport à cela, et il m'avait été répondu à l'époque que
et c'est là que je veux en venir, que, étant donné le nouveau maillage qui était réglementé par l'arrêté royal, par un nouvel arrêté royal, ce problème serait résolu un peu plus tard dans l'année. Comme le problème était censé être résolu et comme j'avais reçu une fin de non-recevoir, je ne suis pas revenue dessus. Cependant, je vois que notre règlement n'a pas changé sur ces points-là, donc à l'article 11. Et dès lors, dans le règlement, il est toujours marqué, dans le cadre d'une coordination optimale et d'une gestion rationnelle, les cartes de dérogation d'autres communes peuvent être reconnues sur le territoire de la commune, c'est-à-dire les cartes de dérogation des communes de Bruxelles-Ville et de Schaerbeek. Il s'agit plus précisément des riverains d'une commune limitrophe à Saint-Josse, domiciliés dans l'une des rues limites de territoire et possédant une carte valable délivrée par leur administration. C'est-à-dire qu'on autorise toujours ces riverains à venir se garer à Saint-Josse. Donc ma question, elle est très simple. Est-ce que depuis la modification de l'arrêté royal et le nouveau maillage de la possibilité de se garer, est-ce qu'il est possible maintenant pour les riverains de Saint-Josse d'aller se garer à Bruxelles-Ville sans encourir d'amende? Merci beaucoup. Voilà, plusieurs réponses du reste légaux et Oui. de l'échelon. Oui, Monsieur le Président, nous répondrons l'un et l'autre par rapport aux différentes questions qui ont été posées. Je remercie les conseillers, évidemment, pour l'intérêt qu'ils portent par rapport à cette réforme. Je dirais tout d'abord, évidemment, à M. Clerx, que l'objet de notre réforme aujourd'hui, c'était de répondre à un problème spécifique. Nous n'avons pas traité les autres questions qui restent pendantes et qui sont, je dirais, qui font l'objet d'une attention des chemins du commerce, des chemins de stationnement, notamment les zones rouges ou toute autre question. Sur, je dirais, les invités ont dans l'ordonnance et dans notre règlement la possibilité d'être invités. Vous payez 3 € par carte 20 fois par an. Vous avez la possibilité d'aller jusqu'à 20 fois par an. Donc, les parlementaires ont réfléchi à cette question. Cela a fait l'objet de longs débats au Parlement et nous avons calqué évidemment notre règlement sur cette ordonnance. Donc, tout qui a un invité un soir de la semaine ou du mois peut prendre une carte d'invité à 3 € pour toute la journée. Donc la voiture peut rester. Donc, cela existe dans notre règlement et ça répond à la question des invités, de la babysitter, d'un membre de la famille, d'un invité. Alors, Monsieur le maire, et en liant à Monsieur Clerx, nous devons lutter avec le plus grand acharnement contre les marchands de sommeil. Et nous préparons des mesures, je l'ai dit dans la presse au mois d'août, et nous l'avons fait dans le passé et nous allons continuer à le faire. Mais les maisons dans lesquelles vivent aujourd'hui les Thénaudois sont des maisons, un certain nombre de maisons bourgeoises, où ont toujours vécu un grand nombre de personnes, des domestiques, des serviteurs. Alors, moi, je fais partie de ceux qui pensent qu'il faut aider les gens à se loger. Je préfère un logement que la rue, que le sans-abrisme. Chacun a son point de vue. Certains aujourd'hui parlent de faire de la dédensification de quartiers. C'est bien, mais qu'ils créent d'abord du logement pour les gens. Ce serait peut-être bien d'offrir la dignité humaine pour les gens. En attendant les 15 000 logements de la région, il faut quand même avoir un peu de solidarité avec les gens qui nous entourent, qui sont en difficulté. Donc, je peux comprendre votre point de vue, mais si vous ajoutez à ça qu'on offre du logement, je peux le comprendre. Mais simplement dire à Saint-Josse, on va être moins solidaire et on va refaire, je dirais, de la dédensification sans trouver des solutions pour les gens, ça ne va pas. Alors, aidez-nous. Demain, nous allons déposer des tas de dossiers pour essayer de construire du logement, monter dans la verticalité, faire en sorte que les gens vivent plus dignement. En tout cas, ce qu'on pourra faire à la taille d'une commune comme la nôtre, qui n'est pas, vous le savez, assez grande. Alors, les Thénaudois possèdent peu de voitures, mais à une forte densité. Notre propos est un peu court. On a un petit territoire, même s'ils possèdent peu de voitures, les voitures sont légion. Donc, il n'y a rien à faire. Il faut, à un moment donné aussi, permettre à quelqu'un qui habite sur le territoire d'avoir une possibilité de se garer. Et je l'ai dit ici d'emblée, et c'est un débat qu'on aura au cours de cette législature, on créera du logement pour du parking pour nos habitants. Parce qu'il faut permettre aussi aux gens de pouvoir se garer. Si pour vous, le modèle de société, c'est de dégoûter les gens, de les laisser tourner dans nos quartiers pendant 1 heure, eh bien, c'est triste pour le climat. À un moment donné, il faut quand même permettre aux gens de pouvoir se mettre quelque part. Je ne dis pas que tout le monde doit être en voiture, mais il faut quand même des possibilités qui soient données. Vous l'avez dit vous-même,
Tout le monde n'a pas une voiture. Mais pour ceux qui en ont, pour des raisons privées, professionnelles, qu'importe, il faut que la commune puisse aussi y apporter des réponses. J'ajouterais que nous avons fait un effort tout particulier pour la sécurité des piétons, partout. Regardez un peu les aménagements que nous faisons dans les espaces publics. Ça a été aussi dans les carrefours à chaque fois des suppressions de places de parking pour les habitants. Nous avons endossé cette responsabilité quand on sortait devant la commune. Voyez à quel point nous avons amélioré l'espace public pour les habitants, mais nous ne devons pas oublier non plus nos habitants qui doivent aussi pouvoir trouver des solutions. Alors, deux questions restent en suspens. La question sur les nouvelles technologies, M. Boqueté y répond, et sur les zones de tolérance, et peut-être encore d'autres éléments. Je donne le micro à mon collègue. Voilà, merci monsieur le bourgmestre. Et voilà, ça fait partie des différentes réformes qui sont prévues en matière de stationnement et de parking sous cette législature. Ici, c'est vraiment la première pièce et ça répond véritablement à un besoin. Je crois que pas plus tard qu'au dernier conseil communal, une conseillère de École de l'opposition s'est inquiétée, et très justement d'ailleurs, suite à des travaux dans sa rue, de l'éventuelle suppression de places de parking. Donc cette préoccupation-là, évidemment, elle est commune à tous ceux qui sont ici présents, majorité comme opposition. Et donc, nous, on doit essayer d'apporter des solutions. Le bourgmestre a donné des chiffres à Saint-Just, il y a 3500 places de parking. 3500 places de parking. Et on a 5000 cartes de riverains. Oui, l'un ne rentre pas nécessairement dans l'autre. Donc, il y a évidemment du parking aussi hors voirie qui doit être utilisé, optimalisé. Ces 5000 voitures ne sont pas évidemment tout en même temps sur le territoire de la commune. Mais si on ajoute à ces véhicules, des véhicules des riverains, des communes avoisinantes, qu'on ajoute à ces véhicules ceux qui fréquentent les différents établissements publics, privés, associatifs de nos doigts, ça fait beaucoup évidemment de passages et ça fait aussi beaucoup de rotation dans la commune et ce n'est pas bon évidemment pour le climat et donc ce dispositif il est là pour essayer de répondre. C'est pas le seul dispositif, c'est pas la seule mesure, c'est pas cette mesure-là qui va régler tous nos problèmes, c'est un ensemble de mesures, mais c'est une première. Par rapport à votre préoccupation, Monsieur Clerc, sur le fait de chaque fois sortir pour aller provisionner le rodateur, voilà, on travaille sur toute une série de solutions pour éviter ça. Donc, on a déjà lancé une application, je vais pas citer la marque ici, et donc c'est une application qui permet de réserver sa place de stationnement et qui permet de payer en temps réel. Donc vous payez l'occupation. Une fois que vous avez fini de payer, vous ne payez plus. Donc c'est pas un forfait, c'est vraiment l'occupation réelle. Et donc c'est un gain, c'est une économie évidemment pour l'usager. Il y a d'autres nouveautés qui vont arriver. On doit aussi moderniser notre parc de rodateurs pour permettre que ces eurodateurs puissent offrir aussi d'autres possibilités de paiement qui permettent aussi d'autres manières de fonctionner au niveau du contrôle de stationnement. Et donc tout ça, évidemment, va être fait. Et ces eurodateurs, et je viens alors à la question des fameuses zones de tolérance, c'est vrai qu'aujourd'hui, là où il y a des zones de tolérance qui fonctionnent, qui existent entre Saint-Just et Scarbeck, par exemple, c'est pas toujours évident parce que on n'a pas l'information en temps réel et il arrive parfois que des gens qui ne devraient pas avoir de redevance en reçoivent et introduisent une plainte. Et donc, même là où il n'y a pas de soucis, il y a une reconnaissance mutuelle, même là, on rencontre des difficultés. Donc, là, la technologie va nous permettre, dans un avenir prochain, d'éviter ces problèmes. Et c'est ce qui bloque aujourd'hui avec la ville de Bruxelles. Et donc, on discute, on négocie avec eux, on essaye de trouver une solution. Eux, ils ont changé récemment leur organisation. Ils travaillent en maillage. C'est plus une zone à l'échelle de la commune, c'est différentes zones, c'est des mailles. Je sais que dans le projet d'ordonnance, les mailles devaient dépasser les frontières communales. C'est pas le cas en tout cas pour l'instant. Ce sera peut-être dans le futur. Mais donc voilà,
on n'a pas aujourd'hui encore les technologies et les outils juridiques pour permettre, comme vous le dites, Madame Arnaud, à des riverains qui habitent juste à la frontière d'une commune, de pouvoir se garer 2-3 mètres plus loin quand une place est libre et ils ne peuvent pas parce que ce n'est pas sur le territoire de leur commune. Et donc voilà, on y travaille, c'est un problème qu'on va essayer de résoudre, mais voilà, ça prend du temps, c'est pas toujours facile, mais on est déterminé. Je vous remercie. Alors, note sur la dernière intervention avant le vote éventuel, puis le Brexit. Donc, merci pour votre explication, Monsieur Léchouin. Mais donc, ce que je retiens de celle-ci, c'est qu'en réalité, on n'a toujours pas d'accord entre Bruxelles-Ville et Saint-Just-Node. Donc, puis-je suggérer, comme je l'ai déjà fait en décembre 2016, que le règlement soit revu afin qu'on puisse, en fait, enfin, je ne sais pas si c'est considéré comme pertinent, mais retirer le droit alors aux habitants de Bruxelles-Ville de se garer à Saint-Just-Node. Vous savez, et vous l'avez dit à plusieurs fois, à quel point le parking est dense dans notre commune. Et donc, pour le moment, cela veut dire que les habitants de Bruxelles-Ville peuvent se garer à Saint-Just, mais pas l'inverse, ce qui ajoute alors encore. Ou alors, comme vous l'aviez dit en 2016, et c'était extrêmement pertinent aussi, entrer en convention avec Bruxelles-Ville pour qu'on puisse justement avoir cet accord, comme c'est le cas avec Scarbeck. Et dans ce cas-là, tout le monde serait content. Merci beaucoup. Ça me semble être une bonne suggestion. Je vous remercie. Souhaitez-vous le vote sur ce point? L'abstention, oui. Souhaitez vous abstenir, la motivation? Oui. Voilà, ben, je m'abstiendrai parce que je pense que ce projet part d'un bon sentiment, mais comme l'a reconnu lui-même Léchouin, il ne va pas régler le problème. Par contre, l'heure excessive, 21h, c'est excessif, va créer de nouveaux problèmes pour beaucoup d'habitants de la commune. Beaucoup d'habitants de la commune. Et cet excès-là est inutile, me semble-t-il. Merci, M. Clerc. Vous avez déjà l'abstention de votre côté? Oui, abstention également de notre côté pour les mêmes raisons que celle invoquée par... Pour l'ensemble du groupe, pardon, pour l'ensemble du groupe. Oui, pour la même raison que celle invoquée par M. Clerc et également en raison de cette discrimination des riverains de Saint-Just par rapport à Bruxelles-Ville. Nous voulons que nos riverains de Saint-Just puissent toujours se garer chez eux. Merci. Merci Madame Lornotte. Je vous remercie. La séance est levée pour une pause de 15 minutes. On se retrouve à 10h10. Merci.